Je me présente Isabelle Sawyer, coprésidente du Sierra Club Québec. Nous sommes un chapitre de l'organisme Sierra Club Canada Foundation, qui est relié aussi au mouvement Sierra Club américain né en 1892. Notre analyse qu'on a présentée dans notre mémoire se base principalement sur la loi sur le développement durable adoptée par le gouvernement du Québec en 2006, plus particulièrement l'article 6. Puis c'est de ça que j'aimerais m'entretenir avec vous durant ces 10 précieuses minutes. Il y a 16 principes que mentionne l'article 6, sur lequel je vous lis. Afin de mieux intégrer la recherche d'un développement durable dans ses sphères d'intervention, l'administration prend en compte, dans le cadre de ses différentes actions, l'ensemble des principes suivants. Il y a beaucoup de groupes de la société civile qui sont intervenus dans les médias depuis le début des audiences et dans les dernières années également sur des questions qui intéressent ces principes-là. Donc, je vais les prendre un à un puis intervenir. Donc, le premier principe de la loi qu'on s'est dotée pour s'encadrer en tant que société sur le développement durable est la santé et la qualité de vie. Les personnes, la protection de leur santé et l'amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Mentionnons simplement que l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, avec 251 signataires de cette sphère, s'est prononcée contre le projet, le jugeant nuisible à la santé humaine. Deuxième principe, l'équité sociale et la solidarité sociale. Les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d'équité intra- et intergénérationnelle, ainsi que dans un souci d'éthique et de solidarité sociale. Pour nous, intragénérationnel, c'est de considérer les communautés déjà impactées par le changement climatique, au Québec, comme les îles de la Madeleine, l'Arctique, les Inuits notamment, comme dans le reste du monde. Puis on ne trouve pas que ce projet-là a cette approche. Intergénérationnel, c'est difficile de justifier en investissant dans des énergies fossiles en pleine crise climatique, quand on voit par exemple seulement les incendies qui ont ravagé la moitié des États-Unis. Équité et solidarité sociale, on en doute, avec moins de 5 % de retombées anticipées en impôts selon l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, plutôt que 39,9 % si le projet avait été mené par des résidents canadiens. Troisième principe, la protection de l'environnement. Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement. Il y a 87 000 personnes qui ont signé une pétition circulée par Greenpeace Québec et d'autres groupes qui disent, dans le fond, par leur signature, que ce principe-là n'est pas respecté par le projet. Parce qu'une relance verte, ça implique de ne pas exercer davantage de pression et de perturbations climatiques sur l'environnement, entre autres. Quatrième principe, efficacité économique. L'économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse d'innovation et de prospérité économique, favorable au progrès social et respectueuse de l'environnement. On est chanceux, on a 40 économistes et chercheurs en économie qui ont sonné l'alarme en fait sur le projet au niveau du marché du gaz naturel, des retombées en emploi, des rabais d'Hydro-Québec qui seraient consentis et de la nécessité de réels projets structurants plutôt que déstructurants pour les régions. Parce que l'économie en ce moment du Saguenay est basée sur le tourisme, les activités d'aventure et sur l'écosystème même qui serait atteint par ce projet de développement-là. Donc, on est d'avis que ça déstructurerait l'économie de la région. Cinquième principe, participation et engagement. C'en est un bel exemple ce soir. Tous ces gens qui participent. Le principe se lit comme suit. La participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Il y a aussi 300 000 étudiants du Québec, quand on parle d'équité intergénérationnelle, qui sont d'avis que le projet va à l'encontre de l'acceptabilité sociale. Que tout cet engagement et cette participation-là des citoyens et des groupes que l'on voit et que l'on entend montre une vision
concrète et concertée du développement dans ses plans économiques, environnementaux et sociaux, mais que cette vision-là va à l'encontre du projet proposé par le promoteur GNL. 6e principe, accès au savoir. Les mesures favorisant l'éducation, l'accès à l'information et la recherche doivent être encouragées de manière à stimuler l'innovation, ainsi qu'à améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en œuvre du développement durable. Nous sommes d'avis à Sierra Club que le projet se positionne à l'encontre des activités de transmission du savoir et de recherche qui sont intégrées au parc marin et aux fjords, en détournant ces territoires de cette fin première par l'imposition d'un projet qui les impactera énormément. 7e principe, subsidiarité. Les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d'autorité en rapprochant le plus possible les décisions des citoyens et des communautés concernées. Eh bien, il y a vraiment une opportunité ici d'appliquer ce principe, puis d'appliquer notre loi ce faisant, car la ville de Tadoussac a demandé par résolution le 14 septembre dernier un moratoire sur les projets de développement qui entraîneraient l'augmentation du transport maritime dans le fjord du Saguenay. 8e principe, partenariat et coopération intergouvernementale. Les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans environnementaux socio-économiques. Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre en compte leur impact à l'extérieur de celui-ci. Le projet analysé par la présente commission ne respecte pas ce principe, comme il segmente la portion extraction et oléoduc devant alimenter l'usine, ainsi que l'impact du transport maritime international et de la consommation du produit dans les pays étrangers. De plus, cette segmentation de l'usine de méthanisation du reste du projet réel, de ce qui est nécessaire pour exister, dans le fond, représente un triste manque en fait, de collaboration interne avec les instances décisionnelles régionales, telles que les villes et les MRC, qui seront touchées par le passage de l'oléoduc, notamment la coupe des forêts qui serait mise en œuvre. Et en outre, nous nous demandons, comme l'intervenante précédente, si les communautés autochtones qui on l'a reconnu en 2010, je pense au Canada, sont autodéterminés sur leur territoire, ont été partie prenante de la décision qui nous amène à finalement une usine pour justifier le passage de l'oléoduc sur toute la longueur du Canada, arrivant jusqu'à l'usine. Puis même, peut-être certains Autochtones, autres que les communautés qui ont accepté le projet, qui sont concernés sur le territoire du Québec. 9e principe, prévention. En présence d'un risque connu, des actions de prévention, d'atténuation et de correction doivent être mises en place en priorité à la source. 127 professeurs, chargés de cours et professionnels de l'Université de Chicoutimi, UQAC, ont demandé que les impacts connus en danger d'être causés par le projet soient prévenus à la source en choisissant une autre orientation et direction pour le Québec. 10e principe, précaution. Lorsqu'il y a un risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l'environnement. Vous l'avez peut-être déjà entendu ou vous l'entendrez au cours de la commission, le GREM, le groupe de recherche sur l'éducation, de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, ainsi que des scientifiques de l'Université du Québec en Outaouais, sont d'avis que la situation demande un moratoire pour exercer le principe de précaution et prévenir des dommages irréversibles à l'espèce marine du beluga. 11e principe, protection du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l'identité d'une société. Il transmet les valeurs de celle-ci entre générations et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Comme le soutiennent l'UNESCO, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Convention sur la diversité biologique et d'autres organes internationaux reconnus, le patrimoine culturel tire sa source et dépend de la protection du patrimoine naturel. Impacter aussi grandement les milieux naturels centraux dans la région du Saguenay, c'est manquer à notre devoir de conservation du patrimoine culturel de la région, qui inclut des activités économiques également dans son patrimoine. Puis c'est
C'est triste, en fait, pour notre culture au Québec. Je vais vous épargner le reste parce que vous commencez sûrement à être fatigué de mon analyse, mais je vous invite à consulter mon mémoire pour le reste de l'argumentaire concernant les principes qui restent, la préservation de la biodiversité, le respect de la capacité de support des écosystèmes, la production et la consommation responsable, le principe pollueur-payeur, ainsi que l'internalisation des coûts. Et savez-vous combien de minutes il me reste? 0. Vous arrivez à votre 10 minutes. Mais je voudrais vous assurer toutefois qu'on a déjà pris connaissance de votre mémoire, madame. OK. Est-ce que j'ai une petite minute pour terminer? 30 secondes. OK, merci. C'est ça. En seconde partie, très bref, notre organisme aimerait souligner un aspect qui est possiblement moins défendu par d'autres groupes, celui des droits des belugas marins. Et vous l'avez sûrement lu dans mon mémoire. Suivant un mouvement de sensibilisation et de reconnaissance des capacités extraordinaires d'autres espèces, dont font partie les baleines qui fréquentent le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, les scientifiques et chercheurs ont publié une déclaration en 2010 à Helsinki qui reconnaît des droits et libertés licités pour ces cousins qu'on a qui sont retournés dans la mer il y a 60 millions d'années et dont l'univers est principalement constitué de sons. Une déclaration internationale, même lorsqu'elle est faite par des juristes, signée par des diplomates, c'est inapplicable en droit canadien tel quel, mais ça fait son bout de chemin. Puis avec de nombreux documentaires de cinéastes, on en est arrivé en 2009 à ce que le Parlement canadien sanctionne une loi qui amende le code criminel et impose des amendes de plusieurs centaines de milliers de dollars pour la garde, la capture, la mise en captivité, toutes ces activités qui sont non reliées au secours d'individus en détresse, ainsi que de l'intrusion reproductive aux baleines et aux dauphins. Puis cette loi-là, on est d'avis à Sierra Club Québec que ça touche en fait les dispositions de la Déclaration internationale 2, 3, 4 et 7, 4 dispositions sur une déclaration de 10, puis qu'il est vital que la Commission prenne en compte ces droits, quelques droits et libertés reconnus au Canada pour les baleines, lorsqu'elle considérera l'impact du projet de développement de GNL sur le seul sanctuaire marin que nous avons au Québec. Et le fait que ces animaux... À conclure maintenant. Que ces animaux parcourent des millions de kilomètres chaque année pour y aller. Alors, c'est votre conclusion? Oui, avez-vous une question? Monsieur Pidotto? Non, ça va. Alors, le propos est clair. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration, Mme Sauer, de votre contribution aux travaux de la Commission. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À vous aussi. Merci. Merci.